Bienvenue. Regardons autour de nous un instant. La chaise sur laquelle on est assis, l'appareil qu'on utilise pour écouter ça, eh bien, rien de tout ça n'existerait sans l'un des événements les plus transformateurs de toute l'histoire. Non, pas une guerre, pas un empire, mais une révolution qui a changé le rythme même de nos vies. Et tout ça, ça a commencé avec du charbon et du coton. Il faut s'imaginer un monde où la seule puissance disponible, c'était la force d'un cheval, le courant d'une rivière ou le souffle du vent. Un monde où absolument tout était fabriqué à la main, localement, avec des ressources limitées. C'était la norme pour l'humanité depuis l'aube de l'agriculture. Un cycle immuable, oui, dicté par le lever et le coucher du soleil et par le passage des saisons. Sauf qu'à la fin du XVIIIe siècle, quelque part dans les paysages humides et riches en minéraux de la Grande-Bretagne, cet ancien rythme a commencé à se fissurer. L'humanité venait de découvrir comment extraire l'énergie fossile de la Terre et surtout comment la démultiplier à une échelle qu'on n'avait jamais imaginée. Avant les usines, il faut bien comprendre qu'il y avait ce qu'on appelait le système de travail à domicile. C'était simple. Dans de petits villages, des familles entières travaillaient depuis chez elles. Les femmes filaient la laine ou le coton pour en faire du fil, et les hommes le tissaient à la main. Une vie lente, c'est sûr, entièrement rythmée par le foyer. Alors la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi là? Pourquoi la Grande-Bretagne? Pourquoi cette petite île pluvieuse est-elle devenue l'épicentre d'un tel séisme mondial? Eh bien la réponse est une combinaison unique de facteurs, une sorte de tempête parfaite. On va décortiquer ça ensemble. On peut dire qu'il y a 5 piliers. D'abord, une révolution agricole. Ben oui, plus de nourriture, ça veut dire que plus de gens sont libres de faire autre chose que travailler au champ. Ensuite, une stabilité politique, hyper importante pour protéger la propriété et les investissements. Troisièmement, la géographie. Une île, c'est pratique, avec plein de rivières pour tout transporter. Quatrièmement, une vraie culture de l'invention, un esprit de découverte. Mais attention, le 5e pilier, c'est vraiment l'étincelle, le truc qui met le feu aux poudres. En Grande-Bretagne, à ce moment-là, la main-d'œuvre coûtait cher, alors que le charbon, lui, était incroyablement bon marché. L'équation est vite faite, non? Remplacer les hommes par des machines devenait tout simplement une évidence économique. Et tout a commencé avec une demande explosive pour un produit en particulier, le textile. Les Britanniques adoraient le coton, mais ils n'arrivaient pas à rivaliser avec les tissus qui venaient d'Inde, qui étaient moins chers et de bien meilleure qualité. Il fallait absolument trouver un moyen d'innover. Et là, ce qui se passe est fascinant. C'est une véritable réaction en chaîne, un cycle d'innovation qui s'auto-alimente. Regardez, en 1733, la navette volante accélère le tissage. Super, mais du coup on manque de fil. C'est là qu'arrive la Spinning Jenny pour résoudre ce problème. Puis le waterframe qui lui fait sortir la production des maisons pour l'installer dans les usines. Et enfin, la spinning mule qui perfectionne tout le processus. Chaque invention créait un nouveau problème, un nouveau goulot d'étranglement qui poussait à inventer la solution suivante. C'est brillant. Et le résultat de tout ça? Franchement, c'est juste stupéfiant. Pour se donner une idée, en 1750, la Grande-Bretagne importait environ 1,1 million de kilos de coton brut. D'accord. Maintenant, un siècle plus tard, en 1850, ce chiffre n'a pas doublé ni triplé, il a explosé pour atteindre 267 millions de kilos. C'est une augmentation de plus de 20 000%. C'est dingue. Des villes entières comme Manchester ont littéralement poussé comme des champignons. On l'appelait même Cotonopolis, la ville du coton. Mais bien sûr, pour faire tourner toutes ces nouvelles usines, il fallait une nouvelle source d'énergie. Et c'est là que la machine à vapeur entre en scène. Au début, le moteur de Newcomen servait juste à pomper l'eau des mines, mais il gaspillait énormément d'énergie. Le coup de génie, le vrai, c'est celui de James Watt. Il a inventé le condenseur séparé. Ça peut paraître technique, mais ça a tout changé. Son moteur est devenu tellement efficace qu'on pouvait l'utiliser n'importe où, pour n'importe quoi. Les usines n'avaient plus besoin d'être au bord d'une rivière. La voie était libre pour une industrialisation massive. Évidemment, cette course folle à l'industrialisation a eu des conséquences profondes. Sur la société, sur l'environnement, le monde changeait, oui, mais pas toujours pour le meilleur. La croissance de villes comme Manchester a été brutale, chaotique. La population a explosé, des familles s'entassaient dans des bidonvilles sans aucune hygiène. Friedrich Engels, en visitant la ville, parlait d'un désert de pierres où les rivières étaient littéralement vertes à cause des déchets industriels et des égouts. L'eau potable était un luxe et les maladies comme le choléra faisaient des ravages. Et c'est peut-être là le changement le plus profond de tous. Pour la toute première fois dans l'histoire, la vie des gens ne suivait plus le rythme de la nature, mais celui
de l'horloge. Le système des usines exigeait que les humains s'adaptent à la cadence infernale des machines. On parle de journées de 12 à 14 heures, 6 jours par semaine. C'était une discipline complètement nouvelle et totalement humaine. Dans ce contexte, le travail des enfants qui existait déjà a pris une dimension particulièrement cruelle. Des enfants parfois âgés de 5 ou 6 ans à peine faisaient des boulots hyper dangereux, comme se glisser sous les machines en marche pour ramasser des bouts de coton. Tout ça pour un salaire de misère. C'est le scandale public provoqué par ces conditions qui a mené, petit à petit, aux toutes premières lois pour encadrer le travail en usine. La Grande-Bretagne a bien essayé de garder pour elle ses secrets industriels, mais c'était peine perdue. Le feu avait pris et il était impossible de le contenir. La révolution s'est propagée et elle a refaçonné le monde entier. Le premier pays à suivre, c'est la Belgique. Riche en charbon, son paysage industriel a très vite ressemblé à celui du nord de l'Angleterre. En Allemagne, c'est le chemin de fer qui a tout accéléré. Il a permis d'unifier les États allemands, à créer une demande énorme en acier et à transformer la région de la Ruhr en un monstre d'industrie lourde. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis ont importé leur propre innovation cruciale, le concept de pièces interchangeables. L'idée de fabriquer des composants standardisés a ouvert la porte à la production de masse à une échelle jamais vue. Les bases de l'industrie moderne étaient posées. Et puis il y a le cas du Japon. Après la restauration Meiji, le pays a pris une décision radicale, rattraper l'Occident. En seulement quelques décennies, ils sont passés d'une société féodale à une puissance industrielle de premier plan. Un tel bouleversement a bien sûr provoqué des réactions très fortes. Sur le terrain, des artisans désespérés, les Luddites, en sont venus à détruire les machines qui leur volaient leur travail. D'autres se sont organisés en syndicats pour réclamer leurs droits. Et dans le monde des idées, des penseurs comme Karl Marx ont développé de toutes nouvelles philosophies pour analyser cette société, pendant que les artistes romantiques, eux, pleuraient la perte de la nature. Et ce n'était que le début. La révolution ne s'est pas arrêtée là. Une deuxième vague, encore plus puissante, est arrivée à la fin du XIXe siècle. Cette fois, c'était l'acier, la chimie et l'électricité qui menaient la danse. C'est elle qui a créé le monde des gratte-ciel, des villes illuminées 24 heures sur 24 et qui a vraiment lancé l'ère de la consommation de masse. Au final, la révolution industrielle a sans doute été l'événement le plus important depuis l'invention de l'agriculture. Elle nous a légué un monde de confort, de technologie, de rapidité, mais aussi un héritage très complexe, plein de défis sociaux et environnementaux. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, une question avec laquelle on vit encore tous les jours. Au fond, quel est le véritable prix à payer pour vivre au rythme d'une machine ?